Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire Histoire du droit 2.0. C'est l'avant-dernier déjà. On a bien avancé sur tout un tas de questions pendant ce semestre et aujourd'hui, on va parler d'archives orales. La question qu'on a posée à nos trois invités, c'est est-ce qu'on peut faire de l'histoire du droit à partir d'archives orales et comment éventuellement exploiter cette richesse et cette nouvelle source. Alors, on dit nouvelle, nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens du droit qui finalement ont travaillé sur ces questions, mais c'est pour ça qu'on a fait appel à une historienne aussi pour venir nous en parler. Florence Descamps, donc de l'école pratique des hautes études, mais je laisserai la parole à Louise Testoferi qui va vous présenter. Sylvie Imbert, historienne du droit, que nous avons déjà reçue il y a peu. Je ne sais même plus si c'était au début de ce semestre ou l'année dernière, je ne me souviens plus, mais avec Martine. Blima Baru, donc on vous connaît bien. Et puis Antonio Laguado, qui est un historien du droit de Paris-Nanterre, du Chad, et que je présenterai juste après. Je laisse la parole à Louise déjà pour présenter notre première intervenante, Florence Descamps. Merci à tous d'être là et puis surtout merci à nos invités. Je suis ravie qu'on fasse ce numéro sur les archives orales et les entretiens de façon générale. Moi, j'ai une toute petite expérience dans la thèse, mais qui est lacunaire sûrement parce que c'était aussi se confronter à toute cette question des sources orales, de comment en constituer, comment les appréhender, leurs limites, etc. Et dans mon expérience personnelle, je me suis retrouvée à lire vos travaux, Madame Descamps, et donc je suis ravie, d'autant plus ravie que vous êtes là ce soir. Madame Descamps, vous êtes donc normalienne, agrégée d'histoire, et vous êtes enseignante-chercheur, rattachée au labo Istara. Vous avez une pratique des entretiens oraux. De ce que j'ai vu de votre fiche biographique, mais je vous laisserai toute liberté pour compléter, c'est que de ce que j'ai compris, votre relation aux archives orales et aux sources orales, elle a commencé notamment avec votre participation dans le cadre du comité d'histoire économique et financière de la France, avec la mise en place d'une large collecte de témoignages oraux des agents de ce ministère. Et donc, vous avez continué ces questions méthodologiques, ces questions autour de ces sources particulières, de ces nouvelles sources. Vous avez publié des articles dessus. Je mentionne celui de 2007 autour des enjeux juridiques, notamment des règles. Et puis, j'ai en tête 3 de vos ouvrages sur la question, l'histoire, l'archiviste et le magnétophone de 2005, les sources orales et l'histoire de 2006, et puis Archiver la mémoire qui est sorti en 2019 et où, et je le signale parce que c'est intéressant quand on se confronte à ces entretiens, où à la fin de ce livre, vous avez mis en place une annexe méthodologique qui permet aussi, quand on n'y connaît pas grand-chose aux entretiens oraux, de pouvoir savoir par où commencer, des entretiens directifs, semi-directifs ou pas, enfin voilà, tous ces enjeux. Donc, je vais vous laisser tout de suite la parole et je vous remercie encore de nous apporter cet éclairage des historiens plus généralistes. Alors, merci de votre invitation. C'est très sympathique de rencontrer un autre aéropage disciplinaire que ceux auxquels je suis familièrement confrontée. Donc, bien sûr, les sciences humaines et sociales, mais parfois les économistes. Et donc, très heureuse de rencontrer les juristes. Avec qui quand même on partage l'histoire du droit, mais en tout cas l'histoire, c'est certain. Alors votre biographie est excellente, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce que je voudrais peut-être dire, c'est que finalement je récapitule dans ma vie et ma carrière d'historienne ce qu'on pourrait appeler en fait l'histoire de l'histoire orale, c'est-à-dire que j'ai commencé à une époque dans les années 80, milieu des années 80, où on commençait à vouloir interviewer, comme on disait, on utilisait le terme américain, interviewer les acteurs et les témoins, sauf que par exemple, on ne les enregistrait pas, en tout cas pas en histoire.
Et puis, voilà, les développements des années 90 et 2000, le processus voilà, d'archivisation ou de patrimonialisation jusqu'à finalement la révolution, triple révolution technologique de Internet, l'informatique et le numérique, le tout noué ensemble a permis évidemment de sortir le son véritablement des greniers, des boîtes à chaussures où on rangeait les cassettes Philips, toute cette préhistoire finalement de l'oral et du son enregistré, qui a une histoire très longue, hein, qui remonte à avant le XXe siècle, hein, avant 14-18, mais qui a mis beaucoup de temps justement à émerger, à trouver ses outils, à trouver ses spécialistes, ses experts. Je ne suis pas sûre cette discipline ait trouvé totalement son droit, justement. C'est un peu le parent pauvre par rapport à l'image, bien encadré. En tout cas, voilà, le tournant technologique qui se double d'un tournant documentaire permet sans doute une diffusion plus large de l'histoire orale ou des témoignages oraux dans les sciences humaines et sociales. On parlera peut-être aussi de ces variations terminologiques. Donc, on parle aussi des archives orales. Donc, tous ces termes qui montrent que voilà, la méthode, en fait, s'est développée. Elle a été appropriée par les différentes sciences sociales. Elle a pris des accents soit disciplinaires, soit thématiques. Donc, aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est quand même largement diffusée. Avec les réserves habituelles qui ressurgissent toujours au moment des jurys de thèse, par exemple. Mais voilà, il y a une forme de familiarisation, je ne dirais pas banalisation, mais familiarisation, qui voilà, s'est trouvée aussi renforcée par justement la patrimonialisation des corpus de témoignages enregistrés qui ont été archivés dans les institutions patrimoniales. Et ce qui a permis, en fait, d'introduire des interactions entre, d'une part, les sciences sociales qui utilisaient l'histoire orale comme méthode, et puis le patrimoine qui a pu, dans certains cas, décider ou vouloir ou désirer patrimonialiser la mémoire orale. Donc ça serait déjà… Voilà, je récapitule ça dans ma biographie. Donc, je n'ai jamais lâché l'histoire orale. Je l'ai mise en œuvre dans de nombreux comités d'histoire ministériels. Donc, c'est vrai que j'ai une spécialité plutôt affaires publiques, si je puis dire, qui pourrait me permettre également de vous rejoindre, le domaine public, mais pas uniquement. Et puis, j'ai travaillé pour des entreprises. Et j'ai toujours un séminaire à l'école pratique de hautes études que j'anime. Entre-temps, j'ai développé une autre spécialité qui était l'histoire de l'État et des finances publiques, où j'ai utilisé la source écrite, bien sûr, extrêmement abondamment, puisque je couvre à peu près les années 1880 jusqu'aux années 1980, 90 même. Mais j'ai toujours utilisé la source orale en croisement, en complément des sources écrites. Donc voilà. Aujourd'hui, pour vous donner une idée de mes différents programmes de recherche en histoire orale, actuellement, après les finances publiques et l'histoire de l'État, je m'oriente vers l'histoire du genre et l'histoire des femmes administratrices au ministère des Finances. Donc, je garde le thème de la finance publique, des finances publiques, qui n'est jamais très loin du droit, surtout quand il y a des ordonnances, la LOLF et autres babioles de ce genre, sur lesquelles on pourrait recueillir beaucoup d'entretiens, et de fait, ça s'est fait. Mais je m'oriente vers l'histoire des femmes, et en particulier la période 1945 2020 à peu près. Donc voilà, toujours l'histoire de la haute administration, toujours l'histoire du ministère des Finances, mais vue cette fois-ci, saisie par la parole des femmes. Donc voilà, ma deuxième remarque par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'on peut considérer que des années 80 aux années 2020, la plupart des disciplines, pour ne pas dire la quasi-totalité des disciplines universitaires, ont adopté la source orale, chaque spécialité, chaque discipline à partir de ses fondamentaux. Donc la linguistique,
l'ethnologie, l'ethnomusicologie ou anciennement le folklorisme ont été les disciplines premières avant 1940. L'histoire est venue plus tard, plutôt à partir des années 70, avec quelques pionniers comme le Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale en 1945, et puis quelques pionniers de l'histoire, je citais ça tout à l'heure, de l'histoire sociale ou de la mine notamment, mais aussi voilà, l'histoire des femmes, par exemple, sont saisis assez tôt dans les années 70 de la source orale. Je dirais que les 2 dernières disciplines, j'aurais pu dire avant de vous rencontrer, avant que vous m'invitiez, j'aurais pu dire que la dernière discipline touchée par la grâce, mais très lentement, c'était l'histoire de l'art, et notamment l'histoire de l'art contemporain, puisque dès lors que l'on peut interviewer des artistes, des galeristes, des conservateurs, des mécènes, donc le recours aux sources orales et aux témoignages oraux, à la parole des acteurs, s'est développé en art contemporain. Ce retard, donc ça veut dire que ça a démarré depuis les années 2000. J'ai vu les premières initiatives commencer dans cette période pour l'art contemporain, l'histoire des ateliers par exemple, mais aussi les arts numériques, par exemple, là aussi. Alors, c'est très tardif par rapport, c'est presque 60 ans après, 50 ans après l'histoire tout court, l'histoire littéraire, non pas l'histoire de la littérature, mais l'histoire du côté des lettres. Donc moi, je l'explique ce retard parce qu'il y a un autre médium dominant, qui n'est pas la parole, mais qui est l'image, bien sûr. Et donc, les savoirs ont été structurés, construits autour de l'image, y compris l'image animée d'ailleurs, jusqu'au cinéma. Et pas tellement autour évidemment du témoignage, ni autour de la parole. Et de fait, j'avais pas. Donc là, maintenant, je pourrais dire que c'est l'avant-dernière discipline à s'être posé la question. Et depuis votre intervention, votre invitation, je vais pouvoir dire, mais même l'histoire du droit, que moi j'assigne plutôt aux périodes anciennes, bien sûr, l'histoire médiévale, l'histoire de l'Ancien Régime, le 19e siècle, mais je n'avais pas encore vu de demande, pas tellement de préoccupation ni de curiosité à l'égard du croisement entre source orale et droit, ou histoire du droit. Donc, j'étais très contente, très étonnée et très, très heureuse qu'on puisse avoir cette discussion, parce que ça ne me paraissait pas d'emblée une évidence. L'économie, par exemple, est venue finalement c'est assez contre-intuitif, assez vite, dès les années 80, voire même avant, à la source orale. On y reviendra peut-être. Du coup, c'était contre-intuitif, puisqu'on pourrait se dire que l'histoire économique s'est développée autour du chiffre. Et je pense que c'est une des sources de la construction de l'histoire économique, bien sûr, l'histoire sérielle, l'histoire statistique, quantitative. Mais en fait, en parallèle de ce courant que je vais appeler caricaturalement chiffré, eh bien, il y a eu un intérêt pour l'histoire des acteurs, l'histoire de la décision, l'histoire des patrons, l'histoire finalement des acteurs économiques, qui a fait place assez rapidement, dès les années 80, aux sources orales. Donc voilà, c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas été accoutumée à rencontrer des juristes, à part un de mes collègues juristes, Sébastien Cotte, en finance publique, qui s'est converti à la source orale, réellement, quand il est venu au comité d'histoire du ministère des Finances, où il a découvert les acteurs, le témoignage, la parole des acteurs, soit en complément, soit en affirmation de la source écrite, enfin à côté du texte, des textes et des archives, il a découvert la parole. Voilà. Parce que nous aurons donc Antonio, et puis et nous aurons aussi Madame Sylvie Imbert. Ça me permet de la présenter, j'en profite là. Vous êtes historienne du droit, on vous a souvent vu, vous avez travaillé avec la question de la caméra, donc l'audiovisuel, donc cette fameuse image, et puis aussi sur les archives orales, les entretiens. Et c'est là aussi où on voit qu'il y a
tout un champ qui est en train de se développer en histoire du droit sur ces questions de recueillir la parole des acteurs du monde judiciaire. Quels acteurs, quelles paroles, puisque donc Sylvie Humbert, vous êtes rattaché à l'Université catholique du laboratoire C3RD, et donc avec Denis Salat, dans le cadre de l'Association française pour l'histoire de la justice, vous avez publié 2 rapports, donc le dernier date de 2023, sur les magistrats, donc il y a un premier chantier qui a été organisé, dont les entretiens, donc je le signale, les entretiens sont disponibles en ligne et dans ce rapport, donc avec une mise à l'écrit de ces entretiens. Et donc, je vous laisserai, j'aurais redonné la parole à Madame Descamps sur les raisons de comment elle en est venue comment vous en êtes venu à utiliser ces sources, les précautions méthodologiques, etc. Mais voilà, Madame Humbert viendra après l'intervention d'Antonio venir aussi nous dire comment elle a pu, dans ce domaine-là, débuter ce chantier-là. L'état de l'histoire orale aujourd'hui, donc en tout cas en histoire, elle est admise désormais, après avoir été longtemps exclue de la boîte à outils de l'historien. Elle est depuis les années 2000 beaucoup plus admise, voire tolérée, mais en tout cas familière aux étudiants de master et de doctorat. Je dirais que la maturation de la discipline est tout à fait intéressante, au point que pendant longtemps, moi-même, j'ai enseigné qu'on pouvait pas, qu'il fallait croiser les sources orales et les sources écrites, ce qui était d'une banalité totale, ainsi que la source imprimée, etc. Jusqu'au jour où une une doctorante qui est aujourd'hui docteur, a décrété, et il a démontré dans sa thèse qu'on pouvait également ne travailler qu'avec des sources orales archivisées, patrimonialisées, conservées, et que on pouvait aussi faire ce qu'on appelle une analyse secondaire de ces sources pour notamment l'étude de la mémoire. Il s'agissait de des mémoires ministérielles de l'éducation nationale et des réformes de l'éducation nationale, 1968-2008, de Edgar Faure à Lionel Jospin. Donc oui, je pense que aujourd'hui, la discipline est relativement... c'est stabilisé, elle est moins attaquée qu'elle n'a été, elle a des réalisations diverses, c'est-à-dire que moi, je suis née à la source orale par d'abord l'activité des archives, donc d'où le terme archives orales. Et c'est cette activité de création de corpus oraux thématisés, rationalisés, n'avait pas forcément pour but, dans un premier temps, l'exploitation et la valorisation. Donc, il y a eu un mouvement dans le sillage de Dominique Schnapper pour le ministère pour l'histoire de la sécurité sociale. Il y a eu tout un mouvement de création de corpus oraux qui ont été créés, et qui se sont sédimentés pendant 20 ans. Ce qui fait que, on a des corpus oraux de la période d'histoire politique, d'histoire économique, d'histoire de la protection sociale, des affaires étrangères. Donc, on peut prendre département ministériel par département ministériel, mais dans les régions, grâce aux archives départementales et même aux archives municipales, on a bien d'autres corpus qui se sont sédimentés. Et ce sont ces sources qui sont devenues en quelque sorte sérielles, qui ont alimenté finalement une histoire orale qui était jusqu'à présent restée assez individuelle, aux mains de chercheurs un peu militants. Et dès lors que, évidemment, les archives étaient devenues accessibles, eh bien, elles ont été utilisées par des chercheurs ou des étudiants ou des doctorants qui n'avaient pas créé ces sources. Et ça a été une époque, un tournant de la maturité de la discipline, puisque dès lors on avait des sources orales à côté des sources écrites, qui n'avaient pas été forcément créées par les chercheurs eux-mêmes. Et donc, on revenait finalement à une problématique assez classique pour des historiens, qui était de dire comment utiliser les documents, comment les critiquer, comment les valider, comment les exploiter et comment les interpréter. Donc, ça devenait un vocabulaire, un exercice qui était proprement historien, sachant que certaines sciences sociales, comme l'anthropologie, a du mal
à accepter de travailler sur des sources que le chercheur n'a pas créées, en arguant du fait que c'est le terrain qui prime, l'observation participante, l'interprétation par le chercheur, et que ce qu'il a lui-même produit comme entretien ne pourrait pas servir à d'autres chercheurs. C'est un débat que j'ai eu plusieurs fois dans beaucoup de jurys avec des anthropologues. Bon, pour un historien, ça n'a pas de sens parce que par nature, il travaille sur le passé, donc ce sont des sources qu'il n'a pas créées, sauf dans le cas où il se fait lui-même historien oral, en plus d'utiliser la source écrite. Donc, faut bien voir, voilà, pour la discipline, l'enrichissement de la discipline, c'est d'une part le tournant technologique et documentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la constitution de séries, finalement, de collections de témoignages oraux qui deviennent, dans certains cas, des archives, ou des sources, dès lors que les historiens s'en saisissent. Et puis, il y a un usage proprement scientifique de ces sources, soit produites par les historiens ou les chercheurs eux-mêmes, soit exploitées dans les institutions patrimoniales. Donc ça, c'est l'évolution actuelle de la discipline, et moi, je la vois tous les jours, que ce soit dans les thèses, dans les projets d'ANR. Donc là, on arrive un peu, en quelque sorte, à maturité, me semble-t-il. Bon, ça reste lié aux historiens du XXe siècle, forcément, puisque les archives orales naissent au XXe siècle, et puis elles vont se poursuivre, je pense, au XXIe siècle. Et elles se doublent maintenant du visuel. Donc les entretiens filmés progressent doucement, parce que ça exige des crédits souvent plus importants, d'une part. D'autre part, ça demande, en termes d'exploitation ou même de documentation puis d'exploitation, un travail presque, voilà, j'allais dire double, voire triple. Moi, j'ai l'habitude de considérer qu'il y a plusieurs répertoires d'analyse quand on utilise la source orale. Bon, il y a le répertoire réaliste, qui est celui affectionné par les historiens, où on cherche des faits, à établir des faits, des informations factuelles. Vous êtes né en quelle année, où est-ce que vous avez fait vos études, etc. Bon, c'est factuel. Je dirais que la plupart des historiens utilisent ce répertoire d'analyse. Mais on peut considérer qu'il y a d'autres répertoires d'analyse, comme le répertoire narratif. Comment les gens parlent-ils ? Et je pense que ça serait assez intéressant à appliquer aux juristes. Et puis, il y a le répertoire mémoriel, comment on se souvient. Et puis, le répertoire acoustique, le son, ce que l'on entend, comment analyser ce que l'on entend. Et enfin, le répertoire visuel, qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on regarde, ça suppose qu'il y a une caméra ou une photo, qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on a l'image du témoin. Donc, tout ça pour dire que les usages des sources orales commencent et vont, je pense, se déployer progressivement, ce qui ne veut pas dire qu'un chercheur puisse pratiquer tous les répertoires d'analyse, évidemment. Les historiens ont déjà du mal avec le contenu de la source. Si en plus ils doivent aussi travailler la forme, le son et l'image, je crains qu'il y ait embouteillage ou indigestion, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça promet évidemment beaucoup de progrès possibles. Et je pense que c'est une source qui est assez interdisciplinaire et qui peut être saisie par l'ensemble des disciplines. Voilà ce que je dirais aujourd'hui sur la maturité du recours à la source orale dans les différentes sciences humaines et sociales. Voilà, je vais vous laisser peut-être intervenir. Après, je pourrais parler des thématiques qui sont particulièrement travaillées par la source orale, et je pense qu'on tombera d'accord avec Madame Imbert sur le fait qu'en effet, la source orale permet de renseigner sur toute une série de champs, de domaines et de thématiques historiques qui sont précieuses pour l'historien. On y reviendra, et je propose, Sylvie Imbert, que vous réagissiez tout de suite, parce que j'imagine qu'il y a déjà pas mal de liens avec vos propres travaux. Oui, merci beaucoup de me donner la parole, et je suis ravie de rencontrer Florence Descamps par écran, évidemment, mais c'est ça, les nouvelles technologies et la modernité.
Euh, alors, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui font écho également à l'expérience qu'on a eue avec l'Association française pour l'histoire de la justice. Quand on a décidé de monter ce projet, c'était pas un projet en l'air, c'était parce que déjà, dans les statuts de l'Association française qui a été créée en 1987 par Robert Badinter, il faisait état les statuts mentionnaient qu'il fallait que l'on travaille sur l'histoire de la justice et les archives avaient une place prépondérante. Quand Robert Badinter est arrivé au ministère de la Justice en 81, il a constaté la grande fragilité des archives judiciaires. L'anecdote nous dit qu'il recherchait désespérément le dossier Landru et que personne n'était en mesure de lui dire où il se trouvait. Et on a fini par trouver le dossier perdu dans les combles d'un tribunal, du palais de justice. Et donc, il a, dès 85, créé une commission d'archivistes pour pouvoir travailler sur la récupération de ces données, tout simplement parce que on était face à une institution judiciaire qui était opaque pour les citoyens. Donc, il y avait un vide très fort dans ce domaine-là, et c'est vrai que ça crée pour les citoyens une méconnaissance et une incompréhension de la manière dont la justice s'était rendue, des décisions. Je ne sais pas si ça a beaucoup avancé de nos jours, mais toujours est-il qu'il y en a toujours qui ne sont pas au courant de ce qui se passe et qui ne veulent pas voir que la justice a évolué et donc se retranchent derrière des critères ancestraux qui remontent au 18e, au moment de la Révolution française. Donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose qui était aussi importante et qui peut-être a donné du sens aussi aux travaux que vous avez effectués, Florence Descamps, c'est qu'il y a une perte de repères au sein même des professionnels de la justice. Et donc, j'ai senti dans la manière dont vous avez présenté les choses aujourd'hui que cette perte de repères qu'on avait constatée chez les magistrats, elle était généralisée à toutes les administrations. Absolument. Je voulais peut-être rebondir par rapport à ça. Je crois que c'est dans votre ouvrage que j'avais lu ça. Je suis absolument convaincue que ce que vous venez de dire est quelque chose d'important. Et le second, c'est que vous avez tout à fait raison. Les années 80, ces années des alternances, du choix de la communauté européenne par François Mitterrand. Et donc, c'est vrai que c'est un tournant, pas simplement le tournant de la rigueur, c'est un tournant des échelles administratives, des institutions, du redémarrage de la construction européenne, donc avec la décentralisation. Donc, en fait, il y a un espèce de ce qu'on appelle le millefeuille maintenant, mais en fait, d'une certaine manière, il se structure à cette époque et il y a un trouble, c'est sûr. Il y a un trouble des administrations, des départements ministériels. Et puis, il y a ce mouvement assez intéressant qui prend ses racines dans les années 70, sur quand même l'histoire, la mémoire et le patrimoine. On peut dire que ça se noue au tournant des années 70 et 80, cette trilogie. Et donc, l'État, dans ses administrations, est pris d'un vertige réflexif qui consiste à se demander qui sommes-nous. Et tous les programmes des comités ministériels, jusqu'à nos jours, jusqu'au dernier auquel je participe actuellement, sont dans ce courant. D'où venons-nous, comment avons-nous été structurés, quels sont nos fondamentaux, quels sont nos métiers, quelles ont été les grandes réformes qui nous ont structurés, quelle est notre organisation. Alors, moi, je connais très bien le ministère des Finances, mais on trouverait la même chose, cette même approche réflexive pour un ministère beaucoup plus récent comme le ministère de la Culture, qui n'était pas un ministère régalien au sens traditionnel du terme, y compris comme la justice ou les armées ou les affaires étrangères. Donc, tous les ministères se sont dotés d'un comité d'histoire, y compris des grands corps, y compris le Conseil constitutionnel, si on reste dans le domaine du droit.
Et c'est bien cette idée de, quand vous dites que, je trouve ça tout à fait juste, quand les administrations étaient opaques à elles-mêmes. En fait, elles ne savaient même plus qui elles étaient. Et je pense que au-delà des sources orales, le mouvement des comités d'histoire est lié à ça. Et à l'intérieur des réalisations des comités d'histoire, il y a eu cet effort de classement ou de récupération des archives, et vous en témoignez vous-même sur Landru, mais j'imagine qu'on pourrait trouver d'autres cas. Mais à côté du fait de se ressaisir des archives écrites, qui étaient parfois avaient été délaissées. Alors évidemment, au ministère des Finances, le déménagement est un énorme tsunami, donc on est obligé de s'occuper des archives. Mais à côté des archives, il y a eu cette découverte que, à côté des archives institutionnelles, des services, eh bien, le rôle des individualités, le rôle des acteurs, le rôle des individus, et ça c'est lié à des mouvements historiographiques aussi plus profonds, hein, on ne parle plus de la classe ouvrière, mais on va parler des leaders ou des chefs syndicaux. Donc l'individualisation de l'action, y compris de l'action publique, va se développer beaucoup. Et l'outil pour développer ça, pour développer la connaissance à la fois des groupes sociaux qui ont des stratégies, qui entrent en lutte les uns avec les autres, ou nous des alliances, il y a d'un côté les groupes sociaux, c'est incontestable, et puis à côté, il y a des individualités. Donc, voilà, on pourrait mettre en avant, là aussi, si je dois prendre l'exemple d'un juriste, Pierre Laroque pour la sécurité sociale, mais on pourrait s'intéresser au groupe des conseillers d'État au sein de l'État. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont aux affaires sociales, ils sont ici, ils sont là, et quel but poursuivent-ils, etc. Donc, en effet, tout ce qui a trait à la prosopographie des acteurs, qu'elle soit collective ou individuelle, je pense, a fait un bond énorme. Énorme. Je veux dire, la connaissance des administrations de l'État a fait des progrès depuis l'époque dont vous parlez. Et c'est dû à beaucoup d'efforts de l'université, des archivistes et et on va les appeler comme ça, même si c'est pas tout à fait pertinent, des archivistes oraux, ceux qui ont collecté la parole des acteurs et qui ont pensé à la faire, à la conserver. Et c'est vrai que dans le domaine judiciaire, moi je connaissais bien sûr votre association. Je pense qu'il y aurait un champ immense dans l'utilisation de la source orale pour faire de la prosopographie universitaire, par institution, la cour d'appel. Je trouve que j'ai visité la cour de cassation hier. Je regardais ces bustes, la galerie des bustes, et je me disais, mais mon Dieu, si on avait un enregistrement de chacun d'entre eux, eh bien voilà, donc la prosopographie par métier, par profession, bien sûr, par grade, par fonction étatique, elle est passionnante pour l'histoire de l'État, qui évidemment n'est pas du tout homogène, hein, mais ça, c'est la palissade que de le dire. Et je pense que la source orale, elle a des grandes heures devant elle, dès lors qu'on travaille par métier, par profession. On pourrait parler des avocats, les universitaires, les juges. Pour moi, je pense histoire orale, voilà. En fait, je respire histoire orale et je pense histoire orale. Et je trouve que pour la justice, ça serait passionnant. Ou pour le monde du droit, plus largement. Il n'y a pas que la justice dans le monde du droit. Il y a beaucoup de professions, beaucoup de métiers. Et je pense que la seule chose, c'est que par rapport à un ministère, c'est plus compliqué parce qu'il faut une instance décideuse et financeuse. Et si on parle du monde du droit, qui va financer? C'est pour ça que segmenter les institutions, segmenter les métiers, les professions, ça permet d'entrer dans ce monde qui est incroyablement riche. Et je pourrais dire la même chose pour le monde de la médecine ou de l'hôpital. On n'a pas de corpus d'archives orales des grands professeurs de médecine, par exemple. Bon, ça nous emmène loin. Mais donc, moi, j'y crois beaucoup pour le droit. C'est juste ça que je voulais dire. Sylvie, est-ce que vous avez autre chose sur quoi vous vouliez rebondir? Moi, j'ai quelques questions, mais très naïves, qui pourraient nous emmener complètement à côté. Donc, si vous voulez continuer sur les filons déjà tracés, je pourrais poser mes questions de débutante bien plus tard. Oui, je voudrais juste ajouter par rapport
l'intervention de Florence Descamps, qu'on est dans une démarche où d'une certaine façon, on revisite la mémoire collective qui existe, mais qui, à chaque fois qu'on a une archive orale qui complète, qui vient en complément de ce qui existe, eh bien, on se rend compte que la personne qu'on a entendue, eh bien, elle a un ressenti, elle a un vécu, et ça lui permet d'apporter des éléments inédits qu'on ne trouve pas dans les archives, et ou qu'on a oublié, et ça donne un relief à l'oralité, finalement, qui a toujours été considéré comme quelque chose n'étant pas fiable, ne pouvant pas servir de source, n'étant pas considéré comme quelque chose qui pouvait éclairer, alors que si l'on regarde bien, et là je pense qu'Antonio pourra peut-être préciser ces éléments-là, quand on travaille sur les dossiers judiciaires, on se rend compte de la place des témoignages, sauf que ces témoignages sont retranscrits. Et la retranscription n'est pas forcément fidèle à ce qui a été entendu. Nous-mêmes, quand on fait des transcriptions, c'est pas l'oralité dans son entièreté, mais c'est restructurer les propos, on perd un petit peu de la spontanéité de l'oral, mais on apporte une crédibilité différente parce qu'on l'a retravaillé. Et quand on retranscrit, on peut aussi, dans certains cas, vérifier, corriger si les propos sont exacts. Et donc, en note, on peut très bien compléter et dire il semble qu'on pourrait aussi intégrer cette notion-là ou cette personne-là en complément de ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on ne conteste pas ce que l'auteur, le témoin nous dit, mais on complète son propos et ça donne un relief complètement nouveau. Et donc là, on voit que l'oralité, qui était au départ quelque chose de peu considéré, dans l'histoire de la justice, il fallait toujours 2 témoins identiques. 2 témoignages identiques. Un seul témoignage ne suffit pas. Et il faut le témoignage d'une personne qui soit crédible. Et souvent, quelquefois, on dit « Ah oui, mais on peut pas entendre ce témoignage de cette personne ». Même si elle a vu, même si elle a entendu, même si elle était sur place, oui, mais non, la personne n'est pas crédible, on ne peut pas lui faire confiance. Donc, il y a une place très forte à l'oralité dans la confiance, dans le ressenti, le vécu, la transmission et ce que l'on peut conserver de cet entretien. Alors, peut-être qu'Antonio a envie de s'exprimer, je vois qu'il commence à bouger et je ne sais pas, je ne veux pas diriger le débat, mais… Je voudrais juste dire un petit mot avant d'écouter ce qu'a à dire Antonio. C'est que par hasard, hier, bon, d'abord, j'ai énormément lu étudiante Arlette Farge sur les témoins judiciaires de l'Ancien Régime et les gens de rien, comme elle disait, qui étaient bien sûr, qui passaient entre les mains de la justice. Mais il se trouve que incroyablement, hier, en faisant des recherches bibliographiques, je suis tombée sur un article je pense que c'est un historien du droit médiéviste qui travaillait sur 3 types de témoignages oraux retranscrits dans les cahiers et dans les répertoires et en fait, les archives de la justice au Moyen-Âge. Donc, il y avait 2 corpus de documents judiciaires où ils discutaient les formules justement utilisées par les professionnels du droit pour faire droit aux témoins. Ça, c'était particulièrement intéressant. Et puis, il y avait un commentaire du témoignage de Jeanne d'Arc à son procès. Donc, voilà, c'est juste pour faire écho à la parole judiciaire. Bien sûr, la parole du témoin, on n'en est jamais sorti, peut-être, de cette histoire de la crédibilité, de la validité du témoignage et du témoin. Antonio, vous avez donc certainement des choses à dire et je vais profiter de cette transition pour vous présenter très rapidement.
puisque vous êtes un doctorant en histoire du droit. Vous êtes actuellement en train de présenter une thèse. Alors évidemment, mon document a disparu. Ça, c'est très pénible. Comment je fais? Bon, donnez-nous tout simplement, vous êtes mieux placé que moi pour en parler, le titre de votre thèse, hein, puisque c'est véritablement en écho à ce qu'on vient de dire, puisque vous travaillez sur la justice transitionnelle et que vous allez exploiter justement cette parole. Alors, pas forcément la parole du témoin en justice dans le cadre d'un procès qu'on a, nous, davantage l'habitude de travailler, mais une parole organisée différemment dans le cadre de cette justice transitionnelle. Donc, je vous laisse indiquer votre thèse et puis enchaîner sur la conversation qu'on avait juste avant. Merci beaucoup pour la parole et merci beaucoup pour cette invitation à ce webinaire et avec toutes les séances très, très enrichissantes et pour parler de ce sujet à toutes et tous les personnes qui sont connectées. Vraiment, merci beaucoup. Et alors, j'avais justement une toute petite présentation. Justement, je voulais vous parler de la méthode phénoménologique en anthropologie juridique que je suis en train de mettre en œuvre pour ma thèse. Et donc, j'aimerais plutôt préciser que c'est une étude qualitative d'approche phénoménologique. Je vous explique pourquoi en ces deux temps, que c'est d'une partie le fondement théorique sur cette méthode et quel est l'objectif précis, et après la démarche concrète, pas par pas, et à partir de là, engager la discussion. Et j'ai déjà, à la fin, j'aimerais finir par deux petites questions, justement pour enchaîner avec la discussion que j'ai trouvé très, très intéressante. Donc, d'abord, pour le fondement théorique, et je voulais faire la distinction entre phénoménologie en tant que sous-discipline de la philosophie, et que c'est toute cette entreprise initiée par Edmund Husserl et qui se sont inspirés de grands philosophes comme Sartre et Heidegger, désolé pour la prononciation. Mais toute cette entreprise, cette vaste entreprise, je ne la connais que de bout de doigt. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est ça qui a nourri beaucoup ce que je suis en train de mettre en place, que c'est l'étude qualitative d'approche phénoménologique. Justement parce que Alfred Schutz, que c'était un disciple de Husserl, et il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs postulats de la phénoménologie qu'on pouvait appliquer en sociologie, notamment en sociologie, en général en sciences sociales. Et finalement, c'est Peter Berger et Thomas Luckmann qui vont faire une synthèse des travaux de Schutz, et qu'à partir des années 70, plutôt au commencement des années 80, vont initier toute une démarche épistémologique du constructivisme au sein des sciences sociales. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à se construire une méthode bien, bien précise. Alors, je ne fais pas exactement histoire de droit, je me suis détaché un petit peu pour faire plutôt, ou être dans le domaine de l'anthropologie juridique. C'est juste qu'au sein de cette discipline, apparemment, c'est que l'ethnologie, c'est que des études d'ethnologie qui sont très privilégiées, mais cette approche phénoménologique, il me semble que pour l'instant, n'est pas très connue. Justement, je m'appuie sur John Creswell, qui est un épistémologue et spécialiste des méthodes mixtes, qui explique les 5 méthodes les plus connues en recherche qualitative, et c'est de là, par exemple, que j'ai connu la phénoménologie. Alors, je voulais vous partager ce petit schéma, et qu'à mon avis, explique quel est le but exact qu'on cherche avec la phénoménologie, que c'est trouver la structure essentielle d'un phénomène social. Et donc, ça veut dire trouver comment est-ce qu'une personne a vécu la massivité d'un fait social tel que Durkheim l'a proposé, et qui va modeler les émotions et les sentiments de cette personne pour reproduire une conduite
à travers les actions sociales, le concept d'action sociale tel que Max Weber l'a dégagé, ou depuis l'interactionnisme symbolique, interaction symbolique, et comment cette interaction, en retour, va nourrir et asseoir la massivité de ce fait social. Voilà pourquoi, en phénoménologie, la phénoménologie s'intéresse très particulièrement aux émotions, l'expérience vécue directe par une personne. Et voilà pourquoi elle est très largement utilisée en infirmerie, en psychologie clinique. Et l'instrument principal, justement, c'est l'entretien, pour pouvoir scruter cette expérience très personnelle et qui se cache derrière ces émotions. Donc, comment je l'utilise au sein de ma thèse? Justement, je prends la justice restaurative en tant que fait social, c'est-à-dire toutes ces institutions, comme par exemple la HEP, que c'est mon objet d'étude, que c'est la juridiction spéciale pour la paix. Donc, c'est le juge transitionnel en Colombie qui est chargé de juger les crimes contre l'humanité qui se sont commis durant la guerre civile en Colombie, dans lequel ils vont appliquer des dispositifs de justice restaurative, c'est-à-dire qu'ils vont animer des rencontres entre victimes et auteurs des crimes qui se sont passés 20 ans après, et ils font tout un processus qui des fois, ça peut durer 2 ans, des rencontres privées et même des rencontres dans des audiences judiciaires. Voilà pourquoi mon propos, c'est justement de interviewer ces personnes. Mon propos, c'est basé sur l'entretien avec ces personnes pour pouvoir essayer de proposer cette structure essentielle du phénomène, c'est-à-dire comment ces personnes ont vécu cette expérience après de les avoir stockées dans leur mémoire, après les avoir vécues en tant qu'interaction après tous ces moments. Voilà, donc j'arrive à la deuxième partie, c'est-à-dire comment finalement comment faire pour dégager cette structure essentielle. Alors, la toute première phase, c'est la sélection de l'échantillon, c'est-à-dire il faut trouver les personnes qui ont vécu directement le phénomène. Pour mon échantillon, j'ai pris 11 victimes, 8 auteurs des crimes, et voilà pourquoi elles font partie de la grande majorité de mon échantillon, parce que c'était elles finalement qui ont vécu cette expérience, elles l'ont stocké dans leur mémoire. Par contre, je voulais le compléter avec la perspective de personnes qui ne l'ont pas véritablement ressenti, mais qui ont participé à l'organisation. Donc, par exemple, 4 fonctionnaires judiciaires, et 2 personnes de l'équipe psychosociale qui ont soutenu victimes et auteurs, et 3 médiateurs formés en justice restaurative qui ont animé les rencontres, un avocat des victimes, un avocat des auteurs. Là, et c'était très, très intéressant de pouvoir combiner, parce que je me souviens, dans la deuxième ou troisième séance, si je ne me trompe pas ici, du webinaire, on parlait justement de comment les processus filmés, par exemple, que ces audiences publiques, elles sont filmées, comment le juge, par exemple, et je l'ai vu, j'ai pu assister à une des audiences judiciaires, j'étais présent pendant 3 jours, et je voyais comment l'équipe de communication avait toute une stratégie pour montrer ce que le juge voulait montrer à travers la caméra. Et donc, c'était très intéressant de compléter, par exemple, l'analyse de ces archives et orales avec une petite travail d'observation, mais aussi et surtout sur l'expérience des personnes qui ont été présentes le jour de cette audience. Et ça m'a permis de compléter et enrichir les analyses après que je voulais dégager sur cette expérience. Voilà. Donc, sélection de l'échantillon. Après, la deuxième petite phase, c'est la prise de l'échantillon, c'est-à-dire les entretiens. Justement, comme le but, c'est de dégager ou de découvrir ce qui se trouve derrière les émotions et les sentiments, je vous partage quelques questions, par exemple, pour les groupes de victimes que j'ai posées. Comme, par exemple, comment vous êtes-vous senti les jours avant, les jours après de rencontrer l'auteur des crimes? Qu'est-ce que vous avez senti au moment de les avoir face à face? Et qu'est-ce que vous avez senti au moment d'écouter les détails qu'ils révélaient
dont vous n'avez pas connaissance. Ça, c'était très important parce que il y a eu des révélations, des détails sur la commission de ces crimes qui n'étaient jamais présents pendant toutes les années des enquêtes judiciaires en justice ordinaire et qui se sont révélés que dans ces espaces privés. Donc, comment une victime a vécu le fait de les avoir, après de les avoir entendus. Ou par exemple, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ces rencontres, choqué et impacté? Bon, je sais que impacté, il y a une connotation bien précise en français, mais en espagnol, et bon, c'est un peu différent. Bon, je ne rentre pas dans ces détails, mais c'était juste un exemple des types de questions. Après, j'ai fait un processus d'horizontalisation. Le processus d'horizontalisation, il est divisé en trois étapes, que c'est d'abord la sélection des déclarations significatives, justement parce que comme il s'agit des entretiens semi-directifs, je posais la question très générale, et voilà pourquoi Schultz, par exemple, il parle que la phénoménologie en sciences sociales, c'est quasi pré-scientifique, parce que ce que l'on cherche, c'est une grande quantité d'informations qu'après les recherches, par exemple, même si ça va continuer dans le qualitatif, mais après, pour étudier que le fait social, pas le phénomène en tant que tel, et toutes ces informations vont être très valorisées pour des recherches par la suite, et quantitatives, par exemple, pour pouvoir le voir d'une manière plus holistique. Donc, comme il y a beaucoup d'informations, d'abord, c'est ce travail de trier. Trier parce que des fois, comme justement c'est des questions très ouvertes, l'interviewé, et il va parler de beaucoup et d'informations qui peut-être ne sont pas exactement liées des fois à cette expérience. Et donc, voilà pourquoi ce premier tri. Après, le deuxième, c'est le codage inductif. Donc, le codage, il nous sert à juste mettre une sorte d'étiquette pour pouvoir mieux manipuler toutes ces quantités d'informations par la suite. Et donc, mais c'est très important de prendre les mots que l'interviewé a utilisés, juste les mots que l'interviewé a utilisés. Et finalement, le processus de catégorisation inductive, donc rassembler tous les codes dans des groupes de codes. Tout ça, c'est juste pour mieux manipuler l'information, pour l'analyser, pour l'exploiter. Donc, je vous montre, par exemple, à quoi ça se ressemble un processus d'horizontalisation achevé pour le groupe des victimes. J'ai trouvé 730 codes partagés par 11 victimes et je les ai organisés en 9 catégories. 9 catégories dans chaque catégorie, je les sous-divisais en sous-catégories, justement pour pouvoir commencer à trouver, par exemple ici, dans lequel je suis en train de montrer le curseur, sensation, émotion d'avoir en face les comparationnels, donc les auteurs, et dans les rencontres privées. J'ai trouvé 47 codes qui se sont rassemblés parmi les 11 victimes. C'est-à-dire que ces sous-catégories, la manière dans laquelle ils l'ont exprimé, probablement, ça va faire partie de cette structure essentielle. Alors que, par exemple, pour d'autres codes qui n'ont été partagés que par une personne ou deux personnes et que je l'ai trouvé très peu, par exemple, même si c'est lié à cette expérience, peut-être potentiellement ne va pas faire partie. C'est à partir de là qu'on va commencer à faire cette analyse. Justement, ça fait partie de la quatrième phase, que c'est l'analyse du noème et la construction de la noèse. Quand on parle du noème, c'est la texture, tout simplement, la peau du phénomène, c'est-à-dire tel que l'interviewé l'a exprimé. Et voilà pourquoi, d'une certaine manière, on parle que pour le noème, le chercheur évite de contaminer l'échantillon. Il va essayer de ne pas faire des interprétations, que c'est tout le travail de processus de codage et de catégorisation inductive, alors que la noèse, dans la construction de la noèse, c'est là que le chercheur va le contaminer complètement avec sa propre subjectivité. Je vous montre pour la cinquième étape comment ce processus de construction de la structure essentielle se fait. Désolé, c'est en espagnol.
je l'ai pris, ce petit schéma d'une phénoménologue vénézuélienne, Susana Gomez, qui je le trouve très, très didactique. Là, à droite, vous avez par exemple le cercle que c'est le NOEM, c'est-à-dire le processus d'horizontalisation achevé, c'est-à-dire le phénomène, l'expérience telle que mon interviewé me l'a raconté. Et c'est moi, en tant que chercheur, avec ma propre subjectivité, avec la noise, que je vais interpréter, que je vais trouver des explications de pourquoi, potentiellement, après d'avoir analysé les points similaires, les points communs dans tous les récits et les différences, etc. Et donc, pour finaliser, justement ici, pour ce schéma, finalement, l'hypothèse de ma thèse, ce sera essayer de démontrer cette structure essentielle, c'est-à-dire pour la justice restaurative, qu'est-ce qu'il fait que les personnes, quand elles sortent de ces rencontres, quand ils expriment leurs expériences, pourquoi est-ce qu'on continue à croire que la justice restaurative, elle marche? Parce qu'une fois, c'est ce que les théoriques, les théoriciens, ceux qui ont inventé le concept de justice restaurative, ils nous expliquent. Mais une autre chose, c'est aussi toute cette information qui se trouve cachée derrière des sentiments des personnes, que potentiellement, c'est l'explication de pourquoi est-ce que la justice restaurative, elle est devenue un véritable fait social à partir des années 90. Désolé, je finis là, je laisse comme ça. Merci beaucoup et voilà, je vous reste à disposition pour des questions et pour en parler. Merci beaucoup. Donc Sylvie, Florence, par rapport à cette étude qualitative de la parole et de ce qui est raconté du récit au moment où il est exprimé, qu'est-ce que vous pouvez comment vous réagissez à cette thèse et à ce projet de recherche? Si je peux. Alors, j'ai trouvé intéressant la démarche d'Antonio. Quand je réfléchis à la façon dont on a fonctionné à la FAJ, on a d'abord fait un premier rapport dans lequel on a finalement mis l'accent sur les mutations de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a interrogé les personnes qui ont vécu dans l'enfance la Seconde Guerre mondiale, qui sont devenus les acteurs de la justice dans les années 50. Et donc, en prenant en considération leur âge, Simone Rosès était déjà très âgée. Elle a actuellement 105 ans. Et quand on l'a interrogée, on se disait, il faut qu'on se dépêche. Vu son grand âge, ça va pas être possible de l'entendre. Et donc, les mutations de l'histoire, c'était aussi l'arrivée des femmes. C'était des choses qui ont marqué des événements très précis dans lesquels nos acteurs trouvaient une place et puis surtout avaient leur perception des choses. Enfant, quand on est en guerre, on sent les choses. Et chez Pierre Truche, il va devenir un adepte de la non-violence parce qu'il a vécu la violence en tant qu'enfant et que c'était insupportable. Donc des choses comme ça qui ont déjà imprégné, on va dire, nos témoins, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, nos témoins, dans leur histoire. Le deuxième rapport qui a été déposé, je crois, en 2023, dont parlait Louise, on a pris des magistrats plus proches de la fin du XXe siècle, un peu à cheval sur le XXe et le début du XXIe siècle, et là on a constaté une sorte de nouvelle identité professionnelle. Donc, quelque chose de nouveau en lien avec un droit en mutation en fonction des événements, un droit qui ne correspond pas à grand-chose. J'ai le souvenir de Pierre Truche qui a travaillé pour que les chefs d'entreprise soient considérés comme responsables, punissables. Il y avait un vide juridique. Or, l'évolution de la société faisait qu'il fallait apporter des réponses qui correspondent à cette évolution du commerce qui se développe. Et donc, tout ça, ils ont vécu ces vides, ces manquements du droit.
Et c'est là où l'historien du droit va trouver sa place, parce que je ne sais plus, dans le dernier rapport, c'est une anecdote, mais je trouve qu'elle participe vraiment bien à la manière dont les choses se passent. On interroge Odile Mondineux, je ne sais plus exactement où j'ai lu ça, où on l'avait un peu... c'est le poids de l'histoire aussi qui était très présent. Elle a prêté serment à Boulogne-sur-Mer et elle s'est présentée en pantalon. C'est la première femme qui prête serment en pantalon. Alors forcément, ça n'avait pas... comment dire, c'est pas quelque chose qui était perçu par le président, et le président de la Chambre était allé voir le président du tribunal pour lui demander d'interdire à cette magistrate et à une autre de venir en pantalon. Et le président a refusé. Il a refusé. Et donc, c'est vraiment quelque chose. Et alors, elle ajoute, je n'ai jamais rien ressenti parce que j'étais une femme. C'est pas, mais on me reprochait de ne pas être mariée. Oui, je vivais en concubinage. Pour eux, c'était de vivre de façon amorale. On est dans les années 74 quand même. C'est pas si vieux que ça. C'est il y a 30 ans à peine. Et donc, elle parle de cette morale bourgeoise, chrétienne, qui dominait les magistrats de l'ancienne génération. Donc, on est face à des interdits. Et quand on travaille sur ces documents-là, il faut qu'on réfléchisse, quand les femmes arrivent dans la magistrature en 1946, le Code civil n'a pas encore évolué de manière suffisante et on est encore sous le régime du patriarcat, la femme qui doit demander à son mari l'autorisation pour travailler, des tas de choses comme ça, elle ne peut pas avoir un compte en banque personnel, tout ça c'est du droit il y a des paradoxes juridiques qui sont présentés, qui s'opposent. Et on travaille sur un troisième projet et c'est là où je trouve que l'analyse que fait Antonio est particulièrement intéressante. On va travailler sur les acteurs de la justice dans les périodes de conflits armés. Alors, il est évident que son travail, la justice restaurative, s'inscrit de manière assez forte aussi dans le contexte des conflits armés. J'ai travaillé sur le Rwanda, comme vous le savez, et les Gacaca, c'était de la justice restaurative. C'était cette rencontre entre victimes, coupables, etc. C'était une sanction qui n'avait plus rien à voir avec le crime commis. Donc, on est face à des nouveaux principes et donc, les entretiens que mène Antonio dans le cadre de cette justice sont en train de construire de nouveaux principes du droit sur lesquels on va peut-être, ou les générations futures vont peut-être se poser. Je dis bien peut-être parce qu'il en est au début de sa thèse, d'après ce que j'ai compris, il n'est pas encore avancé suffisamment. Donc, ce n'est pas à moi à lui dire quelles sont les démarches, mais on voit bien que l'oralité, c'est quelque chose d'ancestral. Je travaille sur la Nouvelle-Calédonie, c'est l'oralité qui prime. Les coutumes sont pas écrites. Il y a bien une charte, mais la charte, c'est les valeurs fondamentales. C'est les mêmes que nos valeurs républicaines, finalement. C'est la fraternité, c'est la liberté, c'est tous ces principes-là qui sont humains. Et on voit dans ce contexte néolibéral dans lequel on vit, où tout à l'heure Florence parlait de cette notion de quantitatif, le quantitatif ne correspond pas à l'état d'esprit des individus. Le quantitatif, c'est bien pour les statistiques, c'est bien pour les chiffres, mais ça ne donne pas les réponses. Les réponses, on les a quand l'humain est très présent. Et donc, on voit cette humanité qui réapparaît dans cette justice restaurative, justice de parole, justice de rencontre, justice où, on cherche la vérité ensemble. On cherche la vérité ensemble. Il n'y a pas une vérité qui est imposée, c'est une vérité qui se construit. Et je trouve que la démarche d'Antonio apporte beaucoup à ce thème sur l'oralité. C'était ma perception. Florence, est-ce que vous avez une réaction ?
Moi, ce qui m'a frappé en écoutant donc Antonio, c'est que voilà, la saisie de la parole enregistrée, elle est vraiment incroyablement diverse selon les disciplines. Donc, si je comprends bien, vous êtes au croisement de la philosophie, de l'anthropologie et de la psychologie, mais pour néanmoins, vous aussi, établir des faits. De manière à ce que bourreaux et victimes, criminels et victimes puissent établir ces faits, se mettre d'accord sur ces faits, et puis ensuite, je suppose, d'après ce que je comprends de la justice restaurative, les qualifier et peut-être ensuite entamer un autre chemin une fois qu'on a posé, nommé et qualifié. Voilà, peut-être que quelque chose d'autre peut recommencer, mais là, c'est pas forcément dans un tribunal que ça se fait ou dans une salle, mais ailleurs. Donc, ce qui m'a frappé, c'est voilà, la diversité. Ça m'a inspiré l'idée qu'il y a une diversité des usages de la source orale incroyable. Donc, vous, finalement, j'ai vu votre tableau que j'ai trouvé très intéressant sur la perception, à la fois les différents groupes et la perception, finalement, des crimes commis, suivant les différents groupes d'acteurs. Et donc ça montre une extrême polyphonie des points de vue. Et j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous dites que la première étape, c'est d'établir le corpus de ceux qui vont parler. Et comment est-ce qu'on va définir les critères de ceux qui sont, pour reprendre le terme des ethnologues, des informateurs privilégiés, qui on a choisi d'ériger en témoins. Oui. Et ça, je trouve que c'est une catégorie, finalement, le terme témoin, même s'il n'est pas utilisé dans toutes les sciences sociales, qui est vraiment intéressant, une thématique qui est vraiment intéressante parce que c'est une catégorie du monde judiciaire, c'est une catégorie de l'histoire en tant que science, depuis Thucydide. Ceux qui rendent témoignage, ceux qui témoignent. Et puis, il y a chez les psychologues, et puis il y a aussi chez les journalistes, hein, aussi. Donc, c'est intéressant de voir quel usage, finalement, dans votre démarche philosophique et phénoménologique, vous traitez la parole. Et évidemment, vous ne la traitez pas du tout comme les historiens. Et c'est normal, parce que vous êtes du côté, moi, ça m'a frappé aussi, bien sûr, de l'existentiel, du ressenti, bien sûr, et des émotions, parce que je ne peux pas imaginer que cette parole, elle ne soit pas empreinte ou traversée ou saisie par des émotions, et que ces émotions, elles se communiquent dans l'enceinte de la justice restaurative d'une personne à l'autre. Et quand nous écoutons ces entretiens, nous allons être saisis par cette émotion. Donc, il y a une circularité qui est liée à la voix et à la parole échangée. Donc, la parole qui traverse l'espace qui était peut-être gelé, où il y avait 3 murs qui disaient qu'on ne pouvait pas se parler. Et je pense que cette parole, elle est formidable à analyser. Mais de fait, ce qui m'a sauté à la figure, c'est que vous allez vous l'utiliser comme un philosophe, comme un psychologue, hein, je fais un petit raccourci, hein, ou comme un anthropologue, et vous ne l'utilisez pas, évidemment pas comme un historien, de même que vous ne l'utilisez pas probablement comme un linguiste ou un philologue. Donc cette plasticité de la source orale, ça, je la trouve vraiment intéressante, parce qu'elle est interdisciplinaire. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir un peu sur justement, et aussi mon objectif, c'est que les systèmes de justice qui essayent d'appliquer la justice restaurative, ils sont en train d'utiliser les scénarios judiciaires pour les mettre en place. Et donc, mon intérêt aussi, c'est de démontrer. Par exemple, moi, j'ai trouvé beaucoup de révictimisation pour les victimes, par exemple. Dans le récit, il y avait certaines révictimisations, justement pour ne pas connaître en profondeur quelles sont les conséquences d'avoir, par exemple, encore une fois, les auteurs des crimes devant nous, certaines informations. Il y avait, par exemple, des informations qui sautaient juste comme ça. Et
sans des fois une préparation que l'équipe psychosociale avait déjà prévue, mais que ce n'était pas du tout suffisant, et on le voyait. Et donc, tout cela, c'est aussi parce que mieux on connaît le phénomène, mieux on peut adapter les institutions judiciaires pour éviter des révictimisations, pour le faire d'une manière, voilà. Justement, cette approche, à mon avis, c'est la valeur. C'est là où se trouve la valeur, de travailler avec des émotions, de travailler, parce que c'est à travers cet apport que on va mieux mettre en place. Si l'objectif de la justice restaurative, comme les théoriciens le disent, c'est de rétablir les liens sociaux, le tissu social qui était abîmé par la commission de ces actes, alors qu'est-ce que c'est un lien social? Comment il va être rompu, etc. Mais toutes ces réponses, peut-être on va commencer à s'approcher à partir des récits des personnes qui vivent cette restauration en elle-même. Donc, voilà pourquoi l'apport, la valeur. C'est d'autant plus intéressant que vos trois interventions, et après, je vais vous poser une question à tous, hein, et on pourra ouvrir aussi au public si jamais vous avez des questions sur cette pratique des sources orales. C'est que finalement, cette pratique en histoire du droit, elle peut être vraiment différente selon le sujet qu'on va choisir. Et c'est la question des acteurs, qui on va aller, quelles paroles on va aller chercher. Antonio, tu es parti sur une approche très émotionnelle. À titre de comparaison, dans la thèse, moi j'ai choisi peut-être un aspect un peu plus froid, peut-être un peu plus institutionnel, en tout cas dans cette parole. J'ai l'impression, mais votre parole est intéressante, Sylvien Burke, que peut-être dans les projets que vous avez faits, vous êtes peut-être à mi-chemin avec un magistrat qui va parler de son vécu, mais qui va aussi raconter sa carrière. Et puis, Madame Descamps, peut-être là, c'est encore autre chose. Et là, je me tourne aussi vers vous. Ces agents, notamment financiers, mais pas que, est-ce que c'est vraiment dans le cadre de leur mission, et ça s'arrête là, où il y a aussi ce rapport à l'émotion, ou pas tant que ça? Et qu'est-ce qu'on fait de l'émotion aussi? Jusqu'où on peut aller avec cette émotion? Là, je vous laisse la parole à l'un d'entre vous. Peut-être Madame Humbert dans un premier temps. Alors déjà, il y a une chose qui m'a frappée aussi, je reviens un peu, mais ça permet de répondre également à la question de Louise. Finalement, on se rend compte que quand on fait des archives orales, quand on pratique la technique des archives orales, parce que faire, c'est un petit peu, le terme suffirait pas, ben finalement, on choisit déjà. Il y a un choix. C'est pas le hasard. On va pas pointer au hasard. Et donc, s'il y a un choix, c'est parce qu'il y a un événement. Donc, l'aspect phénoménologique parle beaucoup. Et puis, bon, pour répondre à Florence Descamps, quand je dis à mes collègues que je suis historienne du droit, ils me disent « oui, tu es historienne ». Et quand je vois des historiens, je leur dis « je suis historienne du droit », ils me font « non, tu es juriste ». Donc en fait, le mot histoire est difficile à placer parce qu'on est assis entre deux chaises. On n'est jamais crédible pour les juristes, tu es historienne. Et on n'est pas crédible pour les historiens, tu es juriste. Donc le juriste, il comprend rien à l'histoire. C'est ça que… Alors, c'est possible, hein, mais ça montre que c'est une discipline qui peut partir dans des sens différents en fonction de chaque individu. Et donc, en tant qu'historienne du droit, je me suis spécialisée dans la justice. J'aurais pu me spécialiser dans l'administration, les collectivités territoriales, les finances publiques. J'aurais pu me spécialiser en droit du travail, en droit pénal. Et finalement, quand on travaille sur l'histoire de la justice, on a un petit peu tous les aspects qui apparaissent. Alors, on n'est pas spécialiste, on est généraliste. Et donc, on attend que des spécialistes travaillent ensuite sur les sujets. Donc, ça relativise un peu. Donc, ça, c'est pas un hasard, donc il est choisi. La méthode est souvent la méthode semi-directive, puisqu'on a choisi déjà la personne qu'on voulait. Donc, on a déjà, au départ, on connaît la personne et on sait ce qu'on peut attendre d'elle. On attend quelque chose, on est dans l'attente de ce que cette personne peut nous dire, nous apporter. Et là, tout à l'heure, je sais que Florence, elle avait dit que tout ce qui était bibliographique était factuel.
pour moi, enfin, peut-être que je schématise, hein, il faudra me corriger, hein, j'ai peut-être mal entendu, parce que nous, quand on cherche, quand on a fait nos entretiens, l'aspect biographique était primordial. Primordial, d'abord pour comprendre la personne, ses choix de carrière. C'est peut-être parfois le hasard, le classement au concours. Ça peut être le premier poste qui marque, ou au contraire le désir de construire une famille, d'avoir des liens avec ses enfants. Pour des magistrats, c'est pas toujours évident. Donc l'aspect biographique sur l'identité du témoin, sur son parcours jusqu'à la fin de carrière, finalement, c'est déjà une construction de l'archive orale. C'est déjà ce qui va nous permettre d'avoir des repères dans le parcours, qui ne sera pas le même qu'un autre, mais avec malgré tout des choses qui peuvent être en commun. Le deuxième, donc on a aussi une vision sociologique et, on va dire, organisationnelle, qui intègre l'histoire de l'institution, l'arrivée des femmes, les pratiques professionnelles aussi, à travers les différents postes, les différentes actions. Et le dernier, c'est celui-là qu'on appelle nous factuel, c'est l'événementiel, c'est-à-dire, ce qui les a marqués, ce qui est tel procès, telle affaire. Alors, Pierre Truche, bien sûr, tout le monde va nous dire, c'est le procès Barbie. Eh bien non. Eh bien non, procès Barbie, bien sûr, mais tellement médiatique. C'est pas ça qui a compté. C'est l'accident qui est survenu dans une boîte de nuit, le 5-7. Et quand il est allé sur place et qu'il a vu les corps collés sur le mur, c'était le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est pour ça que ce procès, c'est celui qui l'a peut-être le plus marqué. Les victimes, c'était des jeunes et ça n'aurait jamais dû exister parce que la législation n'était pas suffisamment évoluée. Et donc, lors du procès, les responsables condamnés à 2 ans de prison, quelque chose n'allait pas dans notre droit, dans notre humanité. Et donc, ce factuel, finalement, qui caractérise la personne, c'est celui qui va donner plus de sens encore à l'entretien oral qu'on aura eu ensemble. Alors pour l'histoire, pour la mémoire, oui, ça c'est le procès Barbie. Mais pour ce qui caractérise le témoin, l'auteur, c'est peut-être quelque chose d'autre. Alors dans l'analyse que fait Antonio dans sa justice transitionnelle, on est face à cette évolution d'une justice qui ne peut pas tout résoudre. La judiciarisation est devenue tellement énorme, la législation tellement importante, ça fait partie des mutations, qu'on est encore à la recherche d'autres choses. Et là, je viens de lire l'ouvrage d'Antoine Garapon sur une autre justice qui nous apporte beaucoup sur cette réflexion des archives orales et d'une justice autre, d'une justice différente. Et donc, on est au XXIe siècle, là. Les archives orales, on les commence dans les années 70, péniblement, et c'est quelque chose qui a évolué très rapidement. Quand on voit que le code civil n'a pas bougé de 1804 à 2004 quasiment, en 2 siècles, on n'a pas avancé beaucoup. Et là, en 30 ans, on a bousculé beaucoup de choses. Et donc, le regard sur les archives orales est des plus pertinents. Et on ajoute l'image maintenant. On ajoute l'image. On est la société, on est dans une génération de l'image. On a eu l'ère du témoin, je reviens à Annette Viviorca, qui a lancé aussi ce mouvement des témoignages en lien avec la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Et là, on a basculé vers l'ère de l'image. Et dans l'image, moi, il y a le mot imaginaire, c'est-à-dire que maintenant, on peut transformer l'image. On ne transformera pas la parole, on va transformer l'image
plus facilement que la parole. Et donc, il faut que la parole, il faut que l'oralité garde une place, je trouve, dans ces archives. C'est un peu mon sentiment. Oui, je pense qu'on a comment dire, une divergence dans les appellations, parce que ce que vous appelez, moi, ce que j'appelle factuel, c'est dans le répertoire d'analyse des historiens, c'est la recherche des informations dont vous avez parlé en disant qu'elles n'étaient pas factuelles, du genre, enfin voilà, comment dire, leurs origines sociales, leur enfance, leurs études. Donc pour nous, c'est vraiment établir des faits. Ça, c'est important dans la biographie du témoin. Et moi, je partage exactement votre méthode. Simplement, je n'appelle pas ça nous n'appelons pas ça de la même manière. Et du coup, cet établissement de la biographie, de ces séquences, des postes, des carrières, c'est très important pour établir en fait la crédibilité du témoin. Est-ce que son témoignage peut être retenu? Il peut être retenu parce qu'il y était, parce qu'il a fait, parce qu'il est le responsable ou parce qu'il est la victime. Donc, c'est tous les critères d'établissement de la crédibilité d'un témoin. Et ce que vous appelez factuel à la fin, c'est-à-dire finalement le sens, la mémoire, moi j'appelle ça les représentations, donc ce volet en effet de du vécu, du ressenti et des émotions. Donc je pense qu'on fait exactement la même chose. Simplement, on a peut-être inversé les termes, mais ça n'a aucune espèce d'importance parce que ce qui compte, c'est voilà, la façon dont l'autobiographie va se développer dans ses différentes dimensions. Voilà, qu'on peut appeler factuel, peut-être technique, sociale, sociologique, très importante. Et puis à la fin, justement, qui porte la question du sens, du jugement, de l'attribution de la valeur. Et ça, il faut absolument l'obtenir. Et là où je pense que l'image, pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'ajout de l'image, alors, est-ce qu'un texte émet ou suscite des émotions? C'est évident que oui. On a une littérature dont c'est finalement la trame. Voilà, pleurer quand on lit un livre, rire, être captivé, ne pas pouvoir le lâcher, c'est aussi de l'émotion. Alors, la voix, je pense, donc je trouve ça vraiment intéressant de se dire qu'on va pouvoir trafiquer l'image et pas la voix. Bon, je ne suis pas totalement certaine qu'on ne va pas arriver aussi à trafiquer la voix, ne serait-ce qu'en la floutant, en la découpant. Donc, je suis peut-être moins optimiste que vous, mais là où on se rejoint, c'est que voilà, la voix, incontestablement, elle porte l'empreinte de la personnalité, du discours, et elle laisse traverser énormément d'émotions. Alors, et pour terminer, l'image, si on ajoute l'image au son, pour reprendre un de mes articles, eh bien, on va renforcer, je pense, la dimension émotionnelle. Parce que le visage, et en général, on filme un visage. On peut filmer en plan poitrine, bien sûr, hein, mais quand même, à quoi est-ce qu'on va s'attacher? C'est au visage, au regard, aux mimiques qui vont venir redoubler ou confirmer le son, c'est-à-dire le ton de la voix. Donc, je pense que, voilà, bien sûr, l'image, elle ajoute quelque chose. C'est un peu la difficulté parce que déjà qu'on a du mal à commenter le contenu transcrit, qui est très mutilé, essayer d'analyser une voix et un témoignage de façon sonore, acoustique, c'est extrêmement difficile. Et s'il faut aussi analyser les expressions du visage, le langage non verbal, le langage du corps, l'exis du corps, avec une contradiction entre ce que la personne dit et en fait ce que ses yeux disent, ça va être compliqué d'analyser tout ça. Donc, mais je pense qu'on va en effet, vers un enrichissement. Enfin, en tout cas, on aura une sémantique beaucoup plus voilà, très, très forte entre la transcription, qui est un outil, hein, l'enregistrement sonore qui saisit la voix, et puis l'image qui va saisir un corps parlant, pour parler comme les anthropologues qui ont filmé
Voilà, les corps parlants. Après, scientifiquement, qu'est-ce qu'on fait d'un corps parlant? Alors, quand on est psychologue, à mon avis, on sait faire. Mais est-ce qu'un historien sait faire? Est-ce qu'il est formé à ça? Peut-être un anthropologue sait faire. Peut-être qu'un juge sait faire aussi, parce qu'il va discerner le témoin qui dit faux ou qui raconte de l'imaginaire. Mais voilà, je pense, chaque discipline va se saisir de ce corps parlant. Et nous, on commence à peine. Nous, les historiens, voire on n'utilise pas. Désolé, je peux me permettre? C'est fini. Ah, ok, merci. Je trouvais ça très, très intéressant tout à l'heure, la discussion entre cette vérité factuelle et vérité émotionnelle. Ça m'a fait beaucoup penser à un concept dégagé de la Commission de vérité et réconciliation sud-africaine sur la vérité multidimensionnelle. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comment la Commission a déclaré ontologiquement l'existence des 4 dimensions de la vérité. Vérité objective, subjective, sociale et restaurative. C'était très, 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 très intéressant. Et justement, quand j'étais en train de faire mes entretiens, j'ai interviewé une personne de l'équipe psychosociale, une psychologue, qui prenait en compte justement cette deuxième dimension, parce que la HEP, comme elle s'est inspirée beaucoup dans la commission Vérité et Réconciliation, elle aussi, elle reconnaît ce statut ontologique aux différentes dimensions. Et par exemple, dans pleine audience judiciaire, il y a le juge qui commence à demander à l'auteur des crimes, au bourreau par exemple. Normalement, la vérité judiciaire, elle s'intéresse qu'à la factuelle, à l'objectif. Donc, les dates, les heures, voilà. Alors que là, en ce moment, la magistrate, elle était par WhatsApp en train de parler avec la psychologue de l'équipe psychosociale, et c'était la psychologue qui lui disait par WhatsApp, attends, arrête là, pose-lui cette question, par exemple. Donc, plein interrogatoire. Et donc, c'est ce travail entre la psychologue et la magistrate. La magistrate, par exemple, il y avait des questions comme, d'accord, ok, vous m'avez raconté le jour, etc., etc. Mais par exemple, vous avez gagné des médailles et des prix après d'avoir tué, par rapport aux militaires qui avaient tué des civils, etc. Et il avait gagné des vacances, des primes et tout. Et donc, pour avoir présenté ses résultats à ce moment-là. Et donc, la magistrate lui demande, et comment vous vous êtes senti pendant les vacances, par exemple, quand vous avez pris les vacances. Et c'est à ce moment-là que, petit à petit, en justice restaurative, il y a un concept spécifique qui est les dislocations narratives. Les dislocations narratives, c'est ce moment de prise de conscience que l'auteur peut-être ne peut y arriver qu'à partir de briser ou d'ouvrir cette autre dimension subjective. Et donc, quand le juge commence à travailler dans le processus judiciaire, ça a un impact, ça a une conséquence qui est véritablement intéressant et que j'ai pu aussi voir saisir par ces entretiens. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, que cette multidisciplinarité, je pense que si en droit, aussi les juges et le système judiciaire s'ouvrent à cette multidisciplinarité, je pense que cette prétention de justice beaucoup plus ample, comme Sylvie Ambert le mentionnait auparavant, de cet autre type de justice, comment on peut l'ouvrir? Je pense que c'est très intéressant de le travailler. Merci Antonio. Je ne sais pas si Martine est déjà partie parce qu'elle avait des questions à poser. Oui, elle a dû partir. Bon, c'est bien dommage parce que j'imagine vraiment qu'elle aurait eu beaucoup de choses à vous demander. Moi, j'ai toujours mes questions bêtes qui sont en attente et que je vais vous poser, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Levez la fameuse petite main jaune hein, si vous avez envie de participer, si vous avez une question à poser. Et en attendant, comme je vois personne réagir tout de suite, je les pose, mes questions bêtes. Alors, je me posais la question,
en vous écoutant, on a beaucoup parlé, si j'ai bien compris, d'archives orales construites, c'est-à-dire des archives à partir d'entretiens. Et je me posais bêtement cette question, est-ce que vous avez rencontré dans vos recherches d'autres types d'archives orales qui pourraient être exploitables et qui ont été conservées en dehors de ce type-là? Et j'en viens à la question et que vous auriez exploité dans vos recherches en complément de ces entretiens. Et à quoi ça ressemble, en fait? De quoi on parle? Eh bien, je pense que Martine Sinbima-Baru en aurait parlé, puisqu'elle est la grande conservatrice des archives sonores et audiovisuelles aux Archives nationales. Bon, il y avait à peu près la même chose à la BNF. Donc, en fait, souvent, on parle de témoignages oraux, d'archives orales pour des entretiens qui ont été, entre guillemets, fabriqués, suscités à partir d'un programme de recherche ou de mémoire ou de patrimoine en sciences sociales. Mais par contre, nos institutions, elles produisent maintenant de manière en masse des archives sonores audiovisuelles. Donc, la radio, c'est des archives radiophoniques, c'est des archives sonores d'un genre particulier, mais les enregistrements de conseils municipaux, c'est aussi des archives sonores à base de paroles, mais à valeur documentaire ou probatoire, ou pour garder la trace pour faire des PV ou des comptes rendus. Il y a des archives cinématographiques aussi, et puis il y a les archives de la presse, qui soient de la presse sonore ou la presse audiovisuelle. Donc, moi, j'utilise l'INA, par exemple, qui met en ligne des corpus audiovisuels. Donc, par exemple, j'ai des archives orales rétrospectives sur, par exemple, la décision de rendre le Louvre, comme c'était écrit, à son usage à la fois monumentaire et muséal, alors qu'il a toujours été un palais politique, hein, mais bon, ça c'est un détail. Et en même temps, donc je vais écouter par exemple les témoins, soit du cabinet de Jacques Delors, Pierre Bégovoy, ou au contraire Jacques Lang du côté de la culture, et puis je vais avoir recours à une archive sonore, audiovisuelle parlée, donc orale aussi, mais qui a été produite dans le temps de l'événement, c'est-à-dire la conférence de presse de François Mitterrand lui-même en septembre 1981. Donc, j'ai une épaisseur de temps qui n'est pas la même, mais donc on peut nommer ces différents types d'archives selon une terminologie qui permet de savoir à peu près de quoi on parle. Aujourd'hui, il est communément admis que archives orales veut dire archives parlées, enregistrées, rétrospectives. Parce que la notion s'est construite comme ça. Si je dis archives sonores audiovisuelles, on va comprendre que c'est la production audiovisuelle des conférences de presse, voilà, des PV de je ne sais quelle réunion, du conseil de ministres, mais bon, c'est pas filmé, donc c'est pas bon ce que je suis en train de dire. Mais en revanche, on va avoir parmi aussi les archives sonores audiovisuelles filmiques, on va avoir justement le filmage des grands procès, comme celui de Papon, Barbie, etc. Et là, on ne va pas parler d'archives orales, on va parler d'archives audiovisuelles, parce qu'elles sont produites dans l'instant même où l'institution les produit. Alors que nos archives orales, telles que Sylvie Imbert et moi en parlent, celles dont on parle, elles sont rétrospectives. Elles portent sur le passé. Et ce que fait Antonio, c'est encore autre chose, puisqu'il parle du présent. Il utilise une parole du présent. Et peut-être que s'il dépose les enregistrements de cette justice restaurative, elles vont devenir des archives audiovisuelles historiques. Donc, en fait, il y a toute une typologie et toute une terminologie qu'on pourrait faire. Mais donc, oui, les historiens, aujourd'hui, ils utilisent tous les types d'archives sonores et audiovisuelles. Une conférence de presse, une interview radiophonique sur France Inter, des archives écrites, et des témoignages oraux recueillis auprès de celui qui parlait à la radio 30 ans auparavant. Donc, on a une espèce d'empilement documentaire, mais qui existait déjà pour l'archive écrite et qui existe maintenant pour l'archive sonore et audiovisuelle. Vous avez utilisé, vous, d'autres types d'archives
orale que les entretiens semi-directifs, si j'ai bien compris, que vous avez vous-même construits? Alors, pour ma part, oui, parce que déjà, dans certains cas, il y a déjà des documentaires qui ont été établis par des journalistes ou par des cinéastes. Et là, je pense au dernier procès Barbie Touvier-Papon. Nous avons été contactés par les producteurs et réalisateurs qui nous ont demandé quels étaient comment ils pouvaient retrouver les acteurs. Donc, en fait, on les a orientés vers nos archives orales et ils avaient la possibilité, s'ils le souhaitaient, de les utiliser dans le montage si ça avait été nécessaire. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé pour Touvier Monsieur Getty, qui était juge d'instruction, pour lequel on a une archive qui est maintenant publiée chez Criminocorpus et sur notre site. Et Jean-Pierre Getty, à la suite de cette émission, a aussi publié dans un ouvrage chez Michalon, donc Le bien commun, donc un ouvrage, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, voilà, un peu, on est allé rechercher un magistrat qu'on avait déjà enregistré et qui a permis d'éclairer l'histoire en fonction de ce qu'il avait déjà rassemblé pour nos archives orales. Donc, alors, ça, c'est l'aspect intéressant. Alors après, c'est vrai que les archives parlées, c'est quelque chose que l'on trouve également dans les émissions de radio. J'ai travaillé avec Martine Simenabarus sur l'exportation de l'exposition sur les procès filmés au Rwanda. Je suis allée au Rwanda, en fait, l'une des rares, puisque c'était juste post-Covid, donc on n'avait pas, on était parqués dans c'était pas des conditions idéales. Et j'étais avec Valérie Nivelon, qui a enregistré une émission de radio sur place. En interrogeant différentes personnes qui étaient invitées, qui racontaient l'histoire des Gachacha, et donc bon, elle m'a interrogée aussi, et donc voilà, c'est-à-dire que sur le moment, elle a fait cette émission en direct pour expliquer comment le Rwanda avait pu transposer le travail qui avait été monté par les archives nationales. Donc, les archives nationales se sont exportées grâce à ces entretiens. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont Valérie Nivelon travaillait sur l'enregistrement. Ça m'a apporté beaucoup sa vision des choses. Et je ne veux pas dire qu'elle connaissait l'histoire, hein. Et je me souviens qu'à Rendez-vous de Blois, elle avait présenté son émission sur les enfants du Goulag. Là aussi, c'est que des enregistrements, ouais, mais c'est particulièrement prenant, ça a du sens. Donc, j'avais travaillé un peu en ce sens sur l'intérêt des entretiens oraux me paraissait fondamental. Et c'est vrai que la démarche de l'Association française pour l'histoire de la justice, ça a été aussi d'y apporter l'image, pas seulement. Et donc, je vois que Valérie Nivelon, elle a pris beaucoup de photos sur place. Et elle a, dans son reportage, qui est oral, quand elle me l'a montré, parce que ça se montre quand même aussi une émission de radio, eh bien, on voyait arriver ponctuellement des images qui avaient été prises sur place, des personnes interrogées, etc. Donc, on apporte, on peut aussi jouer sous cette vision-là des choses, c'est-à-dire l'entretien oral est au cœur de l'entreprise que l'on cherche, mais on apporte aussi l'image en complément pour justifier, c'est ce que disait Florence tout à l'heure, apporter une justification supplémentaire, plus de crédibilité, de vérité. C'est important d'avoir, parce que tous les procès, là, Louise, elle voit de quoi je parle, hein. Le procès Papon, il est magnifique dans le documentaire, parce que justement, ils sont allés chercher les images d'archives. Donc, je crois que, alors, je pense que ce qu'on a fait peut avoir du sens
et peut être important, et on aimerait que ça soit développé davantage. Ouais. C'est un peu ça, la réponse que je voulais donner à Ninon. Merci Antonio. Je vous pose la même question et puis je la complète. Comment vous allez valoriser cette oralité au moment de votre thèse, c'est-à-dire avec les moyens qu'on a aujourd'hui? Est-ce que vous allez pouvoir, en plus du papier que vous allez transmettre à votre jury et à ceux qui liront votre thèse, comment vous allez procéder pour valoriser à un moment donné cette parole et pour, j'allais dire, brancher le son sur votre thèse? Alors, bon, pour la première question, oui, effectivement, j'avais ciblé 3 types de sources. Donc, déjà, le principal, le plus important pour moi, c'était bien évidemment les entretiens. Mais les processus filmés, que si j'ai bien compris, d'après l'explication tout à l'heure de Florence Descamps, c'était rétrospective, c'est bien ça? C'est pour les processus filmés. Et donc, cela, mais aussi, ça m'intéressait beaucoup les enregistrements des rencontres privées. Parce que les rencontres privées, elles ont été aussi enregistrées, sauf qu'il y avait réserve, bien évidemment. Et en plus, parce que toutes les choses que les personnes se racontaient dans les rencontres privées n'avaient pas de valeur juridique. Le juge ne peut pas le prendre en compte. Il n'y a pas de valeur et des preuves juridiquement. Donc, voilà pourquoi il y avait réserve, mais toutes les rencontres ont été enregistrées. Et donc, elles vont faire partie de l'archive. Par exemple, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Exactement la même démarche. Il y a eu beaucoup de rencontres privées qui n'ont jamais été diffusées ni transmises parce qu'il y avait réserve. Et je me souviens des travaux que j'ai lus d'une anthropologue qui a fait, mais c'est une mine d'exploitation. Tous ces enregistrements pour la justice restaurative, c'était vraiment, et en général, pour tout intérêt, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, il va falloir attendre quelques temps jusqu'à ce que ce soit passé la réserve, mais ces archives-là, bon, j'ai essayé, j'ai tenté, évidemment, ils m'ont dit que ce n'était pas possible, mais justement, les processus filmés, oui, et justement, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'essaye de faire, c'est exactement montrer ce décalage entre ce que l'institution a voulu montrer au public et comment les personnes l'ont véritablement ressenti. J'essaie de le montrer dans la thèse. Et pour la deuxième question, pour valoriser, en fait, bon, il faut que je me mette d'accord avec ma directrice de thèse pour d'abord et la traduction, parce que j'allais les laisser en espagnol, elles sont tous les récits sont en espagnol. Donc d'abord, et si je le traduis ou pas, parce que c'est d'une certaine manière contaminer encore plus les paroles que j'ai recueillies. Et donc voilà, c'est des choses que je me pose petit à petit. Et pour la valorisation, bon, pour l'instant, je n'ai pas encore trop pensé, mais petit à petit, j'espère pouvoir avoir voilà, d'autres idées, d'autres manières pour pouvoir le valoriser. Moi aussi, je pense que c'est... Ah, désolé, la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que justement, tout ce travail d'horizontalisation, que ça va être une forme de présentation de tous les entretiens qui seront retranscrits, à mon avis, et on ne peut pas, et ça j'enchaîne plutôt une question aussi pour Florence Descamps, est-ce que, moi j'avais pensé que toute la transcription des récits, que moi j'appelle le noème, on ne peut pas contester sa valeur, ontologiquement parlant, contester sa valeur de vérité, oui, parce que c'est les paroles que chaque interviewé, ils sont exprimées. Par contre, les interprétations, c'est ça qu'on va pouvoir attaquer, c'est-à-dire il y aura un autre chercheur qui, en lisant le même entretien que j'ai pris, il peut arriver à d'autres conclusions, à d'autres interprétations pour dire non, c'est plutôt
on ne peut pas interpréter cette parole de cette manière-là. Si on l'interprète d'une autre manière, ça va être encore plus proche de la réalité, bon, en termes phénoménologiques, mais justement, est-ce qu'on peut garder une fois archivée, etc., j'imagine sa valeur épistémologique, sa valeur de vérité, elle ne va pas bouger, non, finalement? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si je serais aussi affirmative, assertive que vous sur la valeur de la transcription, parce que l'œuvre originale, la prise de parole originelle et originale, c'est quand même la parole. C'est une langue. Voilà. Et quand il y a une transcription, alors c'est là où en plus l'intelligence artificielle va s'en mêler. Donc avant, on faisait des transcriptions. Avant, dans l'ancien temps, dans mon époque archéologique, on faisait des transcriptions plus ou moins à la main. Et une transcription, c'est une adaptation, si je prends le terme du Code de la propriété intellectuelle, c'est une interprétation, c'est une manière de… Quand vous allez transcrire, vous allez ponctuer, vous allez aller à la ligne, vous allez créer un paragraphe, parce que vous ne pouvez pas digérer un texte de 35 pages en interligne 1 à la suite. Donc, évidemment que le transcripteur, surtout si c'est l'intervieweur, il va produire en fait une transcription, mais moi, je lui accorderai quand même une valeur interprétative. Alors, pas aussi importante que la réécriture de La misère du monde par Pierre Bourdieu, mais qui a carrément assumé qu'il réécrivait tous les textes, mais donc on peut se demander qui est l'auteur. Je pense qu'il pensait bien en être l'auteur quand même. Donc, je pense que là, il y a un vrai débat sur la transcription. Alors, quand elle était manuelle, l'intervieweur qui transcrivait pouvait dire « je suis l'auteur ». Et en effet, c'est une version 2 et je vais la soumettre au témoin pour voir s'il est d'accord et s'il accepte d'endosser aussi une copaternité. Donc ça, c'était pas mal. On pouvait travailler sur la co-auctorité du texte réécrit par le témoin et le transcripteur, qu'il soit l'intervieweur ou pas. Alors maintenant, le débat s'obscurcit parce que vous allez avoir des logiciels de transcription automatique qui sont extrêmement puissants. Whisper, par exemple, le logiciel du CNRS, qui transcrit d'un clic 3 heures d'entretien et produit 30 pages de transcription. Sauf que cette transcription, elle est en partie entachée d'inexactitudes, bien sûr de noms propres, de noms de lieux. Il n'y a pas elle est, suivant les options qu'on prend et les paramètres que l'on prend, elle va être ordonnée en paragraphes, en chapitres, avec des titres, des sous-titres. Mais est-ce que c'est ce qu'a dit le témoin ? On peut vraiment en douter. Alors après, du coup, qu'est-ce qu'on va préconiser ? On va préconiser le scrupule scientifique qui consiste à dire qu'il faut vérifier la transcription, qu'il faut peut-être en effet la soumettre au témoin pour qu'il en endosse la paternité, qui dise oui, c'est bien ce que… C'est pas forcément ce qu'il a voulu dire, mais c'est pas forcément ce qu'il a dit, mais en tout cas, il est d'accord pour dire c'est ce que j'ai voulu dire. C'est comme un témoin qui signe sa déposition, s'il n'est pas sous contrainte absolue, finalement, il endosse son témoignage. Et là, en fait, on commence à être… on va être… Alors, c'est d'une efficacité rare, c'est vertigineux, mais il y a un travail de relecture, de vérification, de respect de l'expression de l'auteur, du témoin, puis comment on va traduire son élocution. Enfin, ça, c'est toujours le même problème. Si on transcrit, on perd de la matière orale. Mais je trouve que c'est assez passionnant parce que des questions qui avaient été plus ou moins résolues sur la transcription, en fait, vont revenir sur la table parce que l'IA va nous donner une rapidité, une efficacité qui va troubler la perception de l'oralité, qui va troubler, qui va par paresse nous faire que nous n'écouterons plus et que nous irons faire de l'écrit. Ça, c'est grave aussi.
Et puis un jour, on dira, bon, on n'a pas besoin de l'oral, on va écraser l'oral et on arrivera à la question que vous posez, c'est-à-dire, est-ce que la transcription fait foi? Et là, on peut quand même sérieusement en douter. Donc, je ne suis pas aussi confiant que vous. Mais bon, là, on est dans vraiment du débat d'opinion parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Non, non, vous savez. Pardon, il ne faut pas non plus idéaliser, je suis d'accord avec Florence. En fait, là, on est dans le thème archive orale. Et on a commencé à transmettre aux archives nationales, avec Martine Simé-Labaru, nos enregistrements, donc audio, vidéo, de toute façon, c'est pas difficile, mais audio. Et dans certains témoignages, on a des endroits où le magistrat dit là, il ne faudra pas le donner, là, il ne faudra pas le dire. Et donc, c'est-à-dire que c'est des choses qui pourront être dites dans 70 ans, après la mort du témoin, parce que, eh bien oui, ils ont un droit de réserve et que tout ne peut pas être dit non plus, tout ne peut pas être transcrit, tout ne peut pas être connu. Donc là aussi, le terme d'archive orale prend son sens parce que, eh bien oui, les archives récupèrent les enregistrements. Donc, c'est ça la beauté de notre travail, c'est de permettre justement de connaître un jour ce qu'on n'a pas le droit de dire dans les médias. Mais nous, on l'a entendu. Nous, on l'a entendu, nous, on le connaît, mais on reste fidèle à Bien sûr. ce qui nous a été confié. Et le dépositaire du secret est toujours très, comment dire, heureux de détenir un secret. Très heureux. Eh bien, je crois que c'est le beau mot de la fin, puisqu'il est 19h et c'est une belle manière de terminer ce séminaire sur les archives orales. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé, d'avoir donné de votre temps pour nous faire partager ce travail, et ça donne envie de plonger dans ces sources. Hein. Vous prêchez deux convaincus, Louise et moi, mais à travers moi seulement pour l'audiovisuel, mais toi, Louise, tu as déjà touché vraiment aux archives orales pures. Et c'était en tout cas, c'était très, 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 très intéressant. Et quelque part, on va continuer un petit peu sur cette lancée lors du prochain webinaire auquel Louise et moi, évidemment, vous convions, puisqu'on va travailler sur les fonds audiovisuels de l'INA, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Ça sera le 5 juin, même adresse. Et on parlera donc de ces fonds audiovisuels. Louise, je te laisse indiquer nos invités, si tu les as. Oui, je les ai sous les yeux. Donc, on aura Emeline Seigno-Boss, qui est chef qui est chef de service à l'Institut national de l'audiovisuel, et Anne Pavie, qui est responsable documentaire. En fait, l'idée, comme pour le rendez-vous de ce soir, hein, c'est un plaidoyer pour pratiquer plus, pour utiliser plus ces matériaux en histoire du droit. Donc là, il sera question de voir les perspectives. Et puis, elles vont nous présenter en fait concrètement ce qui peut intéresser. Alors, bien sûr, il n'est pas question de tout envisager dans l'immensité des fonds de l'INA, mais quand même d'apporter quelques éléments pour montrer aux historiens et historiennes du droit qu'il y a matériaux, il y a de quoi travailler encore pour des années avec des angles peut-être qu'on a moins l'habitude de les voir en histoire du droit, mais qui peuvent être développés. Je vous dis à tous bonne soirée, et puis rendez-vous le 5 juin pour ces archives audiovisuelles, cette fois-ci du côté de l'INA.